Voilà, merci. Après Jacob Simbi, nous allons recevoir un invité, l'unique d'ailleurs, de la matinale. D'abord qu'on se prépare pour la grande tranche du soir, Kinshasa Direct. Alors, lui, il nous vient fraîchement de Lubumbashi, c'est un journaliste de Malaika Télévision, une grande chaîne au niveau de la capitale cuprifère. Hervé Kalonji, bienvenue. Merci, Jean-David, bonjour. Voilà, bonjour, bienvenue ici chez nous à Kinshasa. Merci. Ça fait combien de temps vous êtes ici? Ça fera 10 jours déjà 10 que jours. je suis là, oui. Pour combien de temps? Il me reste encore 5 jours. 5 jours. Oui. Comment vous trouvez Kinshasa? Ouais, bon, Kinshasa toujours. Donc vous venez souvent ici à Kinshasa? Oui, régulièrement. On vient pour le travail, l'enregistrement de quelques émissions avec certains visages d'ici qu'on ne sait pas avoir facilement à Lubumbashi. Alors souvent on effectue les déplacements pour enregistrer les émissions ici et les diffuser chez nous là-bas. C'est la même mission pour laquelle que je suis là. Et Lubumbashi, ça va? Ouais. Jacques Yaboula, il se porte bien. Le gouverneur, le numéro 1 de la le gouverneur se porte très bien. Il est dans sa province, bien que depuis un temps, on sent qu'il est devenu le gouverneur le plus combattu. Le plus combattu? Ouais, bon, on sent qu'il y a... Mais qu'est-ce qui se passe avec un certain Mawin, Georges? Bon, Georges les réseaux sociaux s'attaquaient beaucoup plus à Kaboula. Qu'est-ce qui se passe? Georges Mawine, il fut ministre de Mines il n'y a pas très longtemps. Il y a eu le remaniement du gouvernement provincial où il a été remplacé par le ministre Toto Tchansa et lui a été conduit au commissariat de l'énergie et hydrocarbures. Qui est Mawine. Mawine. Mais commissariat, vous êtes toujours dans le gouvernement. Vous êtes toujours dans le gouvernement. Il y a eu un autre remaniement après, où il a été définitivement enlevé du gouvernement. Pourquoi? Alors, pourquoi on l'a écarté? Bon, c'est le choix du gouverneur. On ne sait pas entrer dans les détails ou pourquoi le gouverneur a eu à faire ce choix-là. Ça paraît une guerre froide que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. On sent maintenant que l'homme se retrouve en dehors du gouvernement et mécontent, comme tout enfant peut-être. Il est toujours de l'Union sacrée? Il est de l'Union sacrée, il est du parti politique de l'ambassadeur itinérant Dani Banza, ACO. Il fait partie de ces partis-là. Alors, depuis un temps, il a bombé sa poitrine et ses biceps pour s'attaquer ou faire des révélations sur le gouvernement provincial. On a suivi les messages le gouvernement provincial aurait de dettes qui iront jusqu'à... Mais ça risque de fragiliser Kaboula. Oui, mais c'est à quelques jours des élections. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne formule. Est-ce qu'il faudra destituer Kaboula à 5 mois des élections? Non, peut-être si Kaboula voudrait postuler à de nouveau comme gouverneur, ça risque encore de les discréditer pour qu'il ne soit plus accepté comme ça a été le cas. Non, mais écoutez, sur le terrain, Kaboula, c'est pas un petit monsieur sur le terrain. Je ne fais pas son porte-parole, mais selon les constats faits sur le terrain, Kaboula a du monde, Kaboula a la population derrière. Bien qu'il y a des gens qui sont mécontents de sa gestion, il y a aussi ceux-là qui applaudissent. Malgré sa timidité, il a une foule derrière lui. Et vous savez, ce n'est pas une stratégie que beaucoup de politiciens veulent emprunter. C'est Kaboula qui est le président de l'équipe Saint-Éloi Lupopo. Et déjà que vous savez, Lupopo, ça fera plusieurs années, il n'avait jamais joué les compétitions africaines. Kaboula a pris l'équipe, il a amené son club jusqu'à ces points-là. Aujourd'hui, Lupopo va jouer les interclubs d'Afrique. Alors comprenez que tous ces fanatiques-là, cette satisfaction, une façon de lui dire merci, c'est de s'aligner derrière lui. Après avoir politisé les choses, Kaboula, pour que politiser le foot, se retrouve, on a vu... lors de la première décision des Connors, Lupopo ne faisait plus partie. Cette fois-ci, Lupopo fait partie. Et ce n'est pas la pression de Kaboula qui a payé. Non, bon, une pression où le comité a joué son travail. Lupopo a un secrétaire général qui est très fort, qui maîtrise bien le rouage du sport, Dona Moulongoy. Je pense qu'ils ont réussi à se battre et à chercher
à avoir cette occasion de voir Lupopo dans Interclub. Je pense que Connor et la FECOFA et autres, ils ont des techniciens, ils ont des gens qui maîtrisent bien ces histoires-là. Est-ce que politiser, je ne sais pas. Qui a mis une main là-bas, ainsi de suite. Mais je pense que c'est des études qui ont été faites pour rétablir Lupopo dans ce droit. Parce que dire qu'il fallait prendre les résultats de la Linafoot d'il y a 3 ans, au moment où Lupopo s'est aligné dans un bon positionnement cette année, et voir Lupopo rester et que les équipes qui avaient un bon positionnement il y a 3 ans puissent aller jouer, ça paraissait un tout petit peu injuste, bien que la compétition de cette année n'a pas touché à sa fin, mais je pense que la décision a été prise et c'est une satisfaction de beaucoup de Congolais et beaucoup de Katangais qui s'alignent derrière la Lupopo. rivalité, Mazembe, Lupopo, ça continue toujours ou bien Ouais, c'est des équipes. l'intensité a un peu baissé? Non, C'est comme actuellement ici à Kinshasa, Vita DCP, ce n'est plus d'actualité comme c'était à l'époque. oui, mais Je ne sais pas si là-bas à Lumbashi, c'est le cas aussi. Mazembe avait gardé sa place du grand club, mais cette année, on a vu une équipe de Lupopo venir en vitesse. À Mazembe, les gens étaient habitués de voir de voir des joueurs achetés à l'étranger, dans d'autres pays, qui venaient, les recrutements qui se faisaient à la taille de Mazembe à l'époque. Parmi les doléances que les fanatiques ont présentées à leur président Moïse Katumbi, ça faisait aussi partie. Les recrutements qui n'étaient pas bons. La politique de Mazembe était de prendre le joueur dans ses pépinières et les amener. Ça n'arrive pas. Mazembe n'a vraiment pas bien défendu son honneur cette année dans tous les championnats pratiquement. Et on a vu un Lupopo avec un recrutement bien stable et Lupopo qui a bien joué, bien que a été éliminé à ce tour-là au niveau de la Confédération. Mais on espère bien, si les gens s'alignaient derrière son président et dans sa vision, je pense que Lupopo redeviendra un grand club qui va garder ces niveaux-là très hauts. Alors parlons maintenant de Lumbashi. Vous avez dit Jacques Aboulé combattu, qui les combat? Non, bon, vous savez, il y a plusieurs politiques. Il y a plusieurs politiques qui, permettez-moi de le dire, envient ou envisagent devenir gouverneur là, même pendant les 5 ou les 6 mois qui nous restent. 5 mois. Voilà. Qui veut toujours devenir gouverneur. Devenir gouverneur. Kaboul a fait 4 ans. Vous savez, beaucoup de provinces ici en RDC, leurs gouverneurs ont été déchus, ou il y a eu une instabilité dans leurs institutions. Mais le Haut-Katanga, c'est pratiquement la province qui a gardé ses institutions comme ça, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit au niveau de l'exécutif. Mais au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a eu des changements. Oui, on a changé parce que Baba était parti, Kyungwa Koumanza est mort. Après Kyungwa Koumanza, il y a eu élection. Et aujourd'hui, on a un président qui est Michel Katebe qui continue à garder ses postes-là. Mais lui, c'est Katumbi, lui n'a pas démissionné. Non, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné et il n'a jamais donné sa position depuis qu'on a vu ses démissions avec quelques membres du gouvernement central, notamment Christian Mwando, les Chérubins Okende et les autres. Mais Michel Katebe, jusque-là, ne s'est jamais prononcé. On ne le voit pas dans les couleurs politiques depuis un temps. Difficile, donc il est sage, hein? Difficile de confirmer s'il est encore dans l'ensemble où il est dans l'union sacrée, mais il est là, il ne porte pas de couleurs politiques. Et on aimerait que les politiques adoptent de telles attitudes. Ça les éviterait de beaucoup de choses. Alors, au niveau de Lumbashi, on apprend qu'il y a eu des petits problèmes au niveau de Kasumbalesa. Qu'est-ce qui s'est passé? À Kasumbalesa, c'était hier. Vous savez, le responsable de sociétés de transport, la plupart des sociétés sont à l'étranger. Alors, ils se font représenter par des gens qui habitent à Kasumbalesa ou soit à Lubumbashi, qui suivent les mouvements de camions. C'est-à-dire quand un camion quitte par exemple l'Afrique du Sud, doit arriver à la frontière, toutes les formalités de douane sur les camions, notamment la carte d'entrée, les visas du chauffeur, ainsi de suite. Il y a des gens sur place qui suit tout ce mouvement-là. Alors, c'est des habitants de Kasumbalesa, c'est la population de là. Laissez-moi vous rassurer que moi, j'ai habité dans ce coin pendant plus de 8 ans. J'ai travaillé là-bas, oui.
c'est ces jeunes-là qui construisent ou qui ont construit la ville de Kasumbalès. Vous avez des centres de santé privés, ça appartient aux déclarants et aux transporteurs de Kasumbalès. Vous avez des jolies maisons, vous avez des routes, je ne sais pas comment. C'est ces jeunes-là qui ont construit la ville de Kasumbalès. Pour votre information ou un rappel, à Kasumbalès, il n'y a plus de sociétés, des grandes sociétés où on peut recruter des jeunes et aller travailler. La Sodimico en faillite jusqu'à aujourd'hui, sans suite. Alors ces jeunes se réveillent le matin et vont se débrouiller au niveau de la frontière. C'est pratiquement la seule activité, l'activité à la douane. Alors curieusement, ils ont constaté qu'il y a eu une société privée qui est venue s'installer à Kasumbalès. Une société du nom de Mardini. Que vient faire cette société? La société, c'est une société de logistique. Elle accompagne le transporteur dans les formalités à l'entrée, tout comme à la sortie des camions. Alors, les représentants des transporteurs qui sont à Kasumbalès se sentent menacés. Ils ont vu leur travail être menacé. Si la société prenait le monopole sur tous les transporteurs, c'est-à-dire tous ces jeunes-là n'auront plus du travail. C'est-à-dire, ils sont en train de prendre le contact de tous les transporteurs. Mardini contacte tous ces transporteurs pour que les formalités passent par leur société. Et du coup, ça a créé une frustration et il y a eu un soulèvement. Il n'y a pas eu de mouvement à la frontière pendant quelques heures. On a vu même le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, s'est déplacé pour aller mettre la paix. Gardez bien votre fil d'idée. On revient dans 3 minutes. Bon, on me dit que ce n'est pas encore prêt. Le temps pour que Héritier Ntamboa puisse se préparer pour la dernière livraison de la Minute Info à 12h et à 13h sera la grande édition, 13h, 14h, 15h. Héritier, vous allez bien? Oui, très bien. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à cette dernière livraison de la Minute Info sur Télé 50. Matata Ponyo Mapon dénonce une tentative de l'éliminer de la course à la présidentielle. À la manœuvre, le président du Sénat, Modeste Bahati, et le procureur général Moukolo, une nouvelle dénonciation parmi tant d'autres à son sujet. Sur demande du président Félix Tshisekedi, une prière d'action de grâce sera organisée ce vendredi 30 juin à 9h au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'annonce a été faite hier par le pasteur membre du comité d'organisation de cet événement. Avec ou sans le Québec, les Jeux de la francophonie vont se tenir à Kinshasa et dans le délai prévu. Le comité d'organisation l'a fait savoir mercredi dans un point de presse. Au Canada, les débris du petit submersible Titan, disparu près de l'épave du Titanic avec 5 personnes à bord la semaine passée, ont été repêchés et ramenés sur terre mercredi, annonce les gardes-côtes américains dans un communiqué. Restez avec nous, mesdames, messieurs. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, suivez-nous aussi sur 96.2 MHz. À 7h, c'est l'interaction. Vous pouvez réagir avec le journaliste qui est là, poser vos questions. Ça passe en direct. Et aussi sur le site web www.tele50.cd. Banamboka Congo, vous nous suivez. C'est-à-dire notre matinale qui passe aussi en direct là. Alors, nous continuons avec M. Georges Kalonji et M. Hervé Kalonji. Voilà. Avec lui, on parlait de la situation des Kasumbalès. Alors, vous avez dit, le gouvernement provincial a dépêché son ministre pour essayer de rétablir l'ordre, parce que lorsque ces gens se soulèvent, c'est les activités de la douane qui sont bloquées, ce qui fera un manque à gagner pour les trésors publics, parce que vous savez, Kasumbalès, ça c'est une grande porte d'entrée très importante. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de tirer des ficelles au niveau des Kasumbalès, peut-être pour des fins politiciennes? Non, mais ça aussi c'est un point très important. Mais ça concerne ces services-là ou cette catégorie de transporteurs. Mais pour les jeunes en général, ça c'est une observation réelle. À Kasumbalès, c'est très facile de voir les jeunes se faire
manipulés. À Kasumbalesa. Il y a des politiques qui sont là, soit c'est un parti politique contre un autre parti politique, soit c'est le seul parti politique, mais avec deux bases différentes qui se battent, et les jeunes se laissent facilement manipuler et entrer dans ces jeux. C'est des casses, c'est des blessés, c'est des fracturés, pratiquement tous les 2 semaines qui passent. Je pense que le message à véhiculer dans ces coins-là, c'est que les jeunes se disent, nous sommes à la veille des élections, il faut s'apaiser, le choix que vous avez, il faut bien les protéger et les garder pour qu'arriver au moment des élections et apporter son choix ou élire la personne qu'on veut. Mais si nous devons avoir des politiciens qui sont là pour leurs intérêts, ils manipulent des jeunes contre l'autorité locale, contre tel parti politique, parce qu'ils savent qu'en retour, on va les appeler et pour le maîtriser, il faudra faire quelque chose. Moi, je pense que ce n'est pas bon. Des politiques, surtout à mal de positionnement, qui sont là pour s'attaquer, qui sont là pour s'insulter, motiver les jeunes, moyennant quelque chose, des petits whisky que les jeunes prennent là-bas régulièrement, et ça révolte et ça fait... ça ne fait pas une bonne image de la ville de Kasumbalesa. Il y a plusieurs étrangers qui viennent là-bas. Kasumbalesa fait entrer l'argent dans les trésors publics. Une fois qu'il y a désordre, c'est sur la nationale numéro 1 que les gens vont faire ces désordres. Brûler les pneus, faire des marches, ainsi de suite. Et les camions sont bloqués. Déjà, Kasumbalesa, lorsque vous bloquez les trafics pendant 2 heures du temps, c'est beaucoup d'argent qui manque dans les trésors publics. Les marchandises doivent entrer, les gens doivent faire leur travail. Des minéraux sortent, des marchandises entrent. C'est une frontière très importante et je pense que les autorités... C'est quand même maintenant modernisé parce qu'à l'époque, j'étais très longtemps, avant que je devienne, ça fait très longtemps que j'étais à Kasumbalesa. Je ne sais pas, parce qu'il n'y avait qu'une seule route, celle qui venait de Lubumbashi pour la Zambie. Est-ce qu'il y a encore d'autres routes secondaires qui ont été En tout cas, construites? pour Kasumbalesa, on a vu le gouvernement provincial amorcer quelques travaux de construction de routes de quelques kilomètres. Malheureusement, ça n'a pas été fini complètement. On a vu l'initiative du maire de la ville. Bon, vous savez, avec la décentralisation, avec certaines taxes de la ville, le maire de la ville a su payer quelques désengins qui sont en train de niveler, compacter quelques avenues, essayer de relier un quartier à l'autre. Alors, je pense que c'est pratiquement une ville oubliée. Oubliée, je peux dire c'est là, surtout par le gouvernement central, voir si vous demandez aux enfants de Kasumbalesa qu'ils vous montrent leur terrain de football. Ils n'en ont pas. C'est des terrains en terre comme ça et c'est pas bon. À Kasumbalesa, vous n'avez même pas un terrain de basketball. Est-ce que les autorités de l'Assemblée, en fait, les autorités du gouvernement central descendent aussi là-bas à Kasumbalesa ou c'est limite seulement Lubumbashi? Non, ils arrivent là-bas. Ils arrivent là-bas? Oui, 90% sur 100% des fréquentations des autorités de Kinshasa, 90% ils arrivent à Kasumbalesa. Ils sont là tout le jour. Quand même, l'argent circule là-bas. Voilà l'argent circule à Kasumbalesa. Ils arrivent parce qu'il y a l'argent. Mais oui, ils viennent contrôler les mouvements, ils viennent voir qu'est-ce qui se passe à Kasumbalesa. Et surtout lorsque ça bloque, c'est des délégations qui descendent. Vous allez voir 3 ou 4 ministres qui arrivent à Kasumbalesa. Mais ils ne descendent pas à Kasumbalesa pour visiter la ville. La vie sociale est comment? Les infrastructures sont comment? Vous savez qu'à Kasumbalesa, nous avons une régie des eaux qui approvisionne, si c'est beaucoup, c'est 200 maisons. 200 maisons. Sur 500 000 habitants. Et maintenant, les autres, là, ils font quoi? Sur 500, c'est des forages. Forages? Ouais, c'est l'eau de pluie. En plein 21e siècle. Mais je vous dis, c'est de forage, c'est l'eau de pluie que les habitants de Kasumbalesa Donc ça a régressé alors qu'à Kasumbalesa? Mais bon, régresser, ça n'a jamais eu ce niveau-là. Oui, mais à l'époque, il y avait quand même de l'eau de robinet. Je suis allé là, j'ai fait une semaine. Il y avait, là, c'est à l'époque, hein, à l'époque, ça date, ça peut faire 20 ans après. Voilà, c'est à l'époque, avec 20 ans, si je dois calculer, 20 ans, c'est quand la Sodimico commençait à tomber. La Sodimico a ses camps où ils approvisionnent leurs travailleurs en eau potable. Likasi, j'ai fait Lubumbashi, Kasumbalesa. Là, c'est dans le cadre évangélique. Là, Voilà, à la Sodimico, il y a de l'eau. Au quartier Koyo, il y a de l'eau parce que c'est la Sodimico, c'était une grande société qui avait. Alors maintenant, à Lubumbashi, parlons de la politique, parlons aussi de la sécurité. Quel est le parti politique qui est en vogue là-bas? Parti politique en vogue?
le parti politique en vogue. On a vu des adhésions massives, au niveau du parti ACO, de Dani Banza. Ces derniers temps, on a vu des grandes têtes politiques adhérer à ces partis, notamment l'ancien ministre des Sports, Serge Condé, qui a adhéré dans ACO. Il y a l'honorable député national Nanou Memba, qui était dans Congo Avenir, je ne sais pas, je l'ai vu aussi adhérer dans ACO. Il y a un engouement autour de ça. Il y a l'UDPS qui est là, le plus grand parti, d'ailleurs les partis au pouvoir. Ils ne dorment pas, ils sont là, ils sensibilisent leurs membres. Beaucoup de candidatures annoncées. Parce que beaucoup de gens adhèrent aussi à l'UDPS. Ouais, beaucoup de gens. Et surtout Et Ensemble de Katumbi. Ensemble de Katumbi aussi, plusieurs activités organisées ces derniers temps, les adhésions massives d'ailleurs. On sent que sur le terrain, il y a aussi l'arrivée du parti politique de Jacques Kaboula. Ardev, on voit qu'il y a des fortes mobilisations, des adhésions, notamment des ministres provinciaux, des députés provinciaux, de certaines têtes qui viennent de l'Icassi et de partout. Bon, le terrain n'est pas facile, hein, le terrain n'est pas facile. Bunga là-bas, c'est combien? Bunga, ça a baissé de prix. Ça a baissé? Ouais, on est arrivé, je pense, à 45 000 ou 48 000 par rapport au prix d'avant. Un sac de 25 kilos, il y a quelques jours ou quelques semaines, on pouvait payer ces sacs à 80 000, à 100 000 ou 120 000. Voilà, on apprend que généralement la farine que nous consommons... Alors qu'est-ce qui a justifié ça? C'était la pression menée par le gouvernement central ou la Zambie a libéré ou il y a d'autres contraintes qui ont fait à ce que la situation soit apaisée? Non, bon, on peut aussi comprendre que c'est le moment de la récolte. C'est le moment de la récolte. Il y a de la farine qui a été importée de l'Afrique du Sud. On a vu des ministres quitter Kinshasa. Toujours dépendre de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Voilà, Afrique du Sud et la Zambie. Une dépendance la Zambie, entre guillemets, qui n'a pas beaucoup produit cette année ou qui a vendu la farine à d'autres pays tels que les Malawi ou le Botswana. Alors, c'était une faible importation au niveau de la province. Mais il y a eu cette politique du gouvernement provincial de la subvention aux fermiers qui a produit le fruit, mais malheureusement, à une certaine époque, parce que vous savez, la farine qui est produite sur place à Lubumbashi n'a pas une grande quantité que celle qui vient de l'extérieur. Mais Katumbi, lui, il peut quand même... il peut apporter quand même un plus avec sa ferme Futuka. Katumbi et Joseph Kabila, ils peuvent apporter quelque chose. Pourquoi ne pas les consulter? La ferme Futuka est là, Ou bien au niveau des Kachoboué. La minoterie est là aussi, Machamba qui produit la farine. Vous savez, c'est des opérateurs économiques. Sur un marché concurrentiel comme ça, ils ne gardent pas le prix à 20 000 au moment où les autres sont en train de monter. Il faut qu'il y ait une concurrence sur le marché. Et aussi, ils ont fait ça. Ils n'ont pas tenu compte aussi parce que il y a les gens qui disent on a trop politisé les choses là-bas. Non, bon, on a entendu ces genres de langage politisé. Il y a des gens, il y a une main noire, il y a une main qui bloque que la farine ne vienne. Mais moi, je pense que les ministres ou les experts ont effectué des missions en Zambie, en Afrique du Sud, pour voir ce qui bloquait. Et je pense qu'ils ont eu peut-être à trouver quelques solutions. Déjà, lorsqu'on doit quitter de 100 000 à 45 ou 48 000, c'est-à-dire il y a une avancée, on espère la récolte qui vient de commencer. Le gouvernement provincial attend les graines de maïs pour le moudre afin de donner la farine à la population. La farine du gouvernement provincial qui doit revenir qu'à 20 000 francs congolais. Mais les stocks ne plus parce qu'avant les gens pouvaient aller s'approvisionner dans quelques maisons communales à 20 000 francs seulement. Mais dès qu'il y a eu cette flambée de prix, on a compris qu'il n'y avait pas de grands stocks pour la province. Et il y a eu des privés, il y a eu des particuliers qui ont fait de manière à donner le don de la farine. Par exemple, là où ça s'est vendu à 70 000, on a vu des gens emporter leur farine et la vendre à 35 000 francs. C'est l'exemple du bureau des liaisons de Lualaba et Okatanga. Fifi Masuka via son coordonnateur Shekem Malandji. Ils ont eu à faire entrer beaucoup de camions de farine à Lubumbashi. Ça a aussi aidé la population. Cette farine qui était vendue dans les paroisses de l'église catholique, la population a payé à 35 000 francs. Aujourd'hui, ça ne fait pas beaucoup de bruit, mais les prix restent encore chers. La population désire voir les prix revenir à 20 000, pourquoi pas 15 000 francs. Est-ce que les Louchois dorment tranquillement?
Parce qu'on dit, chaque jour, il y a les crépitements des balles. C'est les gens qui sont morts, c'est les femmes qui sont violées, c'est les enfants, voire même les bébés qui sont tabassés. Est-ce une forme de sabotage ou une simple criminalité urbaine? C'est des questions autour desquelles les experts, le Depuis que gouvernement... Kaboul est là, à chaque fois, je ne fais que recevoir les gens qui viennent de là, ils les envoient des Kaboulas. Ils ne parviennent pas à donner une réponse adéquate à cette question. Kaboul est là, mais l'insécurité bat son plein à Lubumbashi. Chaque jour, on reçoit toujours des plaintes qu'il y a des crépitements des balles. Les gens dorment avec la peur au ventre. Moi, je peux donner quelques propositions sur cette question. C'est que les gens doivent s'asseoir, se regarder droit dans les yeux et s'attribuer les erreurs l'un envers l'autre. Vous avez Jacques Kaboula, qui est le chef de l'exécutif provincial, qui met à la disposition de la police des moyens logistiques. C'est des véhicules qui sont payés pratiquement chaque année ou chaque 6 mois, des jeeps, des motos qui sont dotés à la police, ainsi de suite. Il y a même une commission mixte, les militaires ou tous les services de sécurité qui sont en patrouille tout le jour. Il y a des barrières qu'on érige tout le jour. C'est des gros moyens qu'on donne à ces services pour essayer de traquer. On nous a présenté plusieurs fois, de mes propres yeux, le reportage que j'ai suivi, des criminels ou des bandits présentés, ça fera plus de 2000 ou plus de 5000 bandits présentés. Aujourd'hui, c'est 15, 2 semaines après, c'est 12. Alors que la criminalité continue. La criminalité continue. Est-ce que c'est la justice qui ne fait pas bien son travail? Le gouverneur dit, je donne le moyen. Il a changé plusieurs fois les ministres de l'Intérieur jusqu'à recourir au plus dynamique ces derniers temps. Éric Mouta applaudit dans la population, dynamique, il ne dort pas, il est tout le temps dehors, la nuit, en train de faire des patrouilles ou de chercher à sécuriser. Mais malgré tout ça, vous vous réveillez le matin, on vous apprend qu'il y a une maison au quartier Bel-Air où les bandits ont réussi à mettre le feu. Et c'est un enfant de 2 ou 3 ans qui est mort dans cette maison. Vous apprenez à gauche que c'est un enfant de 6 mois qu'on a mis dans les congélateurs pour pousser à ses parents de donner l'argent. On a volé quelque part, on a tiré sur un monsieur quelque part. Ok, les services de sécurité se déploient, on met la main sur 15 ou 20 bandits, on a vu même des procès organisés. Est-ce que ce sont ces bandits-là qui sont amenés en prison et relâchés plus tard, ou il y a d'autres bandits qui naissent tous les jours? C'est là que le ministre de l'Intérieur est en train de faire une campagne. Éric Mouta demande à toute la population la dénonciation. Vous vivez avec les gens dans votre parcelle, vous le trouvez suspect, vous ne savez pas ce qu'ils font. Dénoncez auprès des services de renseignement. Eux, ils sont experts, ils vont mener les enquêtes pour savoir que fait qui dans quel quartier. Les chefs de quartier, les chefs des rues, ils doivent contribuer. C'est un problème de tout le monde. Les gens ne dorment pas. Moi qui vous parle là, j'ai été victime 2 fois. On m'a visité chez moi, ligoté, tabassé sérieusement. J'ai des cicatrices derrière mon dos. Pourquoi? Ici. Non, c'est des bandits qui viennent la nuit prendre l'argent. Ils viennent prendre l'argent, ils viennent prendre les biens de la maison. Et quand ils viennent comme ça, ils n'ont pas de cœur. Ils vous frappent, ils vous ligotent. Vous n'avez pas la chance, on tire sur vous. Vous comprenez? Alors, c'est pour ça que plusieurs Et maintenant, bouches... c'est quoi les précautions quand ils viennent comme ça? Vous faites quoi? Non, vous essayez d'appeler la police. Vous avez de la chance, la police arrive avant. Vous appelez les voisins, ils alertent, c'est des sifflets, ainsi de suite. Ils fuient. Vous n'avez pas la chance, vous êtes victime. On vandalise, on prend toutes les histoires dans la maison et ils ont même le temps de démarrer leur véhicule et de partir. Par moment, c'est 15 minutes ou 20 minutes plus tard que la police doit arriver. Mais on a vu quand même le chef d'état-major, le général Tué, amener dernièrement un bon nombre de militaires qui sont à Lubumbashi, qui sont en train de faire des patrouilles pédestres. Je pense que ça pourra aussi créer la peur chez les gens qui commettent ce genre de forfaits. Ils sont là à Lubumbashi. On espère que tous les efforts qui sont fournis par les autorités au niveau de Kinshasa ici et même en province, on espère que ça pourra amener la paix. Il n'y a pas longtemps, dans les 4 ou 5 mois passés, c'est dans la ville de Kasumbalesa où c'était pire. C'est
tout le jour, c'est tous les jours. Mais on a vu les efforts des services de sécurité, on a renforcé, il y a la garde républicaine qui est là, il y a tout. On sent que les gens peuvent circuler la nuit, les gens peuvent dormir en paix, bien que quelques cas isolés. Mais au niveau de Lubumbashi, les efforts continuent à être fournis par son ministre de l'Intérieur, que nous avons félicité. On l'a vu venir. Il est de l'UNAFEC, Eric Mouta, c'est le fédéral même. Alors, il est jeune, très fort sur le terrain. On espère que les efforts et les stratégies qu'il est en train de prendre pourront nous donner un sommeil paisible. Voilà, espérons parce que nous avons des familles là-bas. Chaque jour, on leur demande toujours comment vous êtes réveillés et tout ça. C'est très compliqué et ça laisse à désirer. On ne sait plus arriver au niveau de Lubumbashi. Alors, quand on arrive, on ne sait plus faire certains gestes et mouvements. On se dit on risque d'être filé, tout ça. Voilà, et c'est compliqué. Mais il y a des infrastructures, ça pose des sérieux problèmes. Vous avez été à Likasi? La fois dernière que vous avez, c'était quand? À Likasi, la fois dernière, il y a pratiquement un mois que j'étais là. Mais bon, Vumbi n'a pas coulé. Qu'est-ce qui se passe là? Les gens disent que Kaboul est en train d'arranger les infrastructures, mais là-bas, la poussière, ça ne va pas. Oui, on a vu quelques routes se dégrader. Le grand problème, c'est qu'à Likasi, il y a une forte circulation des camions. C'est une ville minière. Il y a une forte circulation des camions qui ont par moment des tonnages exagérés. Alors, il a été question de faire une étude sur la construction d'une route de contournement, c'est-à-dire par où les camions poids lourds commenceront à passer pour ne pas affaisser tout le temps ou dégrader les routes qui sont en pleine ville. Alors, la raison du gouvernement provincial était que c'était la saison pluvieuse. Au mois de janvier ou février, on a vu les routes se dégrader sérieusement, mais les travaux ont été accélérés. C'est comme la route principale, l'entrée, lorsque vous venez de Lubumbashi, on a vu des travaux être accélérés. On a vu d'autres avenues à Likasi, telles que, je ne sais pas, Lumumba ou Kasavubu. On a accéléré les travaux. Je pense que les Mvumbi qui avaient à Likasi, il y a pratiquement 6 mois, aujourd'hui, les Mvumbi a un peu diminué. Et les engins sont sur les routes en train de travailler. Espérons que ça sera une situation qui sera bien récupérée. Voilà, pour terminer, on nous a appris que ce qui cause beaucoup plus d'insécurité, c'est l'exode rural. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus des autres provinces. Je ne vais pas citer d'autres provinces ici, sinon on risque de traiter et dire que non. Les gens d'une certaine province sont venus au niveau de Lubumbashi. Et ces gens-là, avec des noms un peu compliqués là, et ce sont eux qui sont en train de s'aimer. Non, mais moi, je ne veux pas que ce soit une affirmation. Je ne veux pas que ce soit une affirmation ou qu'on pointe du doigt, je ne sais pas, une tribu ou une province qui serait à la base de cette insécurité ou de cette criminalité urbaine. Moi, je pense que l'exode rural est dû à une certaine situation de province, des situations économiques qui ne sont pas bonnes. Les gens viennent à Lubumbashi parce qu'à Lubumbashi, on sait que je peux sortir le matin à 6h, à 18h, je vais trouver mon pain, je vais nourrir ma famille. Et les gens viennent massivement à Lubumbashi. Il y a ceux qui viennent de partout, comme vous venez de dire, on ne peut pas citer les provinces. Il y a de Kinois, moi je me permets, il y a des gens qui viennent de Kin, il y a des gens qui viennent de Kassai, il y a des gens qui viennent de Bas-Congo. À Lubumbashi, c'est toutes les langues qui se parlent. Même lorsqu'on arrête des bandits, on les interviewe. Vous sentez qu'un bandit est en difficulté de parler swahili, il ne maîtrise que lingala, ou soit un bandit qui parle qu'une certaine langue. Moi, je pense que pointer du doigt une certaine tribu, ça serait une fausse affirmation. Mais on sent quand même que Lubumbashi, c'est une ville économiquement un peu bien assise. C'est ce qui serait aussi à la base de cette insécurité, parce que lorsqu'on te voit sortir le matin, tu vas gagner quelque chose à la douane, on sait qu'il a un bon boulot, il a déclaré plusieurs camions. Quand vous rentrez chez vous à la maison, les gens pour qui vous êtes allé travailler, ils viennent prendre cet argent le soir. Alors moi je pense que c'est quelque chose que nous devons décourager, et à tous ces criminels ou à tous ces bandits, leur demander pourquoi ils sont en train de faire ça. Ne faites pas ça. Les mines.
Oui. Oui, les mines, il y en a pour tout le monde à Lubumbashi et partout dans la province du Katanga. La douane, elle est là pour tout le monde. Moi, je pense que tous ces jeunes-là qui sont dans cette pratique peuvent aller facilement chercher l'argent. Les gens se trouvent de l'argent proprement tous les jours ici, au lieu d'avoir les armes, des machettes la nuit, déranger, violer les mamans d'autrui. Voilà, nous allons nous de tenir forfaits. debout pour terminer notre émission. Monsieur Hervé Kalonji, voilà toutes les bonnes choses à vous. Merci Jean-David. Vous êtes journaliste de Malaika. Malaika Télévision, Là, oui, vous faites, présentateur de l'émission Route Principale. Route principale. C'est une émission généraliste. Je reçois pratiquement tous les grands visages des différents domaines, culture, politique, économie, sociale, ainsi de suite. Ça va. Merci beaucoup. Toutes Et les je bonnes tiens à saluer ou à remercier le directeur général, Jean-Marie. Jean-Marie Kassamba. D'abord, il a qui- été là chez vous. Il a été là-bas, oui. Il a Oui, tourné même une émission sur notre plateau. Voilà, oui. Un vieux très bien, qui Effectivement. nous encadre souvent, généralement, avec des conseils. Voilà. Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à partir de Lubumbashi. Lubumbashi ou Antanchi, vous avez été nombreux. Tous nos confrères de Malaika Télévision. Il y a aussi notre confrère Jean-Paul Kimouni. Jean-Paul Kimouni. Voilà, Voilà. Jean-Paul Kimouni. Il est tout le temps ici à Kinshasa. Alors, des bonnes choses à vous. Likasi, Lubumbashi, Kolwezi, Kasumbalesa, Sakanya, Kambove, Kakanda, Mokambo. Mokambo, toutes les bonnes choses à vous. Donc, il y a une montagne, là, cette montagne-là où les gens vont prier, c'est Kawama. Kawama. Il y a Kawama. Sur la route Likasi. Kawama na Simba. Et Kilimansimba. Voilà, Kilimansimba. Vers Kipush. Donc, d'ici là, je viendrai pour une retraite là. Que Dieu vous bénisse. Alors, Merci. ciao.